bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et je vous retrouve aujourd'hui pour cette quotidienne numéro 127 du lundi 14 novembre 2016 avec un temps tout à fait maussade. Il pleut, il fait froid, c'est l'automne, voilà, que voulez-vous que je vous dise. On est parti comme d'habitude avec le petit racontage de vie, les réponses à vos commentaires et tout ça bien sûr précédé par quelques infos jeux vidéo et high-tech. Il y a plus de bruit que d'habitude aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ou alors c'est mon cerveau qui déraille, c'est possible aussi. Des fois je vois des trucs dans les jeux, je me dis tiens ils ont changé ça. En fait non, donc je sais pas pourquoi. Du coup, on commence avec vos infos jeux vidéo, avec une info, avec du hardware en fait, aujourd'hui, avec l'annonce par Corsair d'une nouvelle souris, la Harpoon RGB, et un clavier qui n'est autre que le K55, l'évolution, le K55 RGB, l'évolution du K50. La Harpoon RGB, c'est une souris d'entrée de gamme qui a un tarif intéressant, vous allez le voir. Je vous montre très rapidement la tête de la souris, voilà, ça ressemble à ça. C'est plutôt pas mal en termes de design, on reste dans les codes de chez Corsair, mais ça reste tout à fait appréciable. Je veux dire, il n'y a pas de fioritures, des surfaces un petit peu caoutchoutées sur les côtés pour améliorer la prise en main, des jolis boutons. C'est une souris droitier, hein. Apparemment il n'y a pas de souris gaucher prévue. Une finition texturée des zones caoutchoutées, nous dit-on. On part sur un capteur optique qu'on peut régler de 250 à 6000 dpi. Concrètement, ça suffit. Voilà, il faut arrêter avec le marketing avec des capteurs à 12 000, 15 000 dpi, ça ne sert à rien. Pour le joueur, je vois pas à quoi ça sert. Même moi qui suis du genre à... Vous savez, je déplace ma souris très très peu quand je joue, je fais comme ça. Enfin, j'ai une sensibilité élevée, mais je veux dire, mon DPI est pas réglé. Enfin, c'est pas... Mon DPI il est pas réglé de ouf. Je vais essayer de voir si je peux le trouver rapidement pour vous donner un ordre d'idée. Alors évidemment, j'essaye de sortir le DPI sur le logiciel Corsair, mais j'avais changé de souris, j'ai une Logitech maintenant. Donc ça ne marche pas. Je suis à... que j'essaye de trouver... Je suis à... combien? Tout de suite. Je suis à 3200. Voilà, et je joue à 3200. Et il y a plein de gens qui vous diront que ça sert à rien d'avoir... Enfin, au-delà de 6000, je vois pas... même pour ceux qui font vous allez me dire, oui, mais c'est super précis pour quand on fait du Photoshop. Ben oui, mais ça change pas fondamentalement grand chose au-delà d'un certain niveau. Donc, ou alors après, il faut avoir un super tapis de souris qui va avec. Enfin, c'est un sujet qui se discute. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires si vous le voulez. Mais voilà, ça reste tout à fait convenable, 6000 dpi sans problème. 6 boutons programmables via le logiciel Q de Corsair qui marche très très bien. Dimension de 111,5 par 68,3 par 40,4 mm. 85 grammes, c'est plutôt léger, c'est pas mal du tout. Et rétro-éclairage RGB au niveau du logo et c'est tout. Voilà, une molette normale, on peut pas régler si elle est crantable ou pas, enfin elle n'est pas débrayable. Par contre le tarif, on est pas mal en termes de tarifs, on est à 29,90 en prix public conseillé, donc on pourra la trouver très légèrement moins cher chez les revendeurs style Amazon et compagnie. Mais voilà, 30 € pour une souris qui monte à 6000 dpi, 6 boutons programmables, on a les boutons, enfin 6 boutons, c'est-à-dire qu'on a les deux clics, le clic central ça fait 3, on a les boutons, viens là toi, on a les boutons sur le côté ça fait 4-5 et on a un bouton central ça fait 6, voilà. On a un bouton au milieu, je sais pas pourquoi je vous montre sur ma souris, on a le bouton là en dessous de la roulette, ça fait 6 boutons. Donc voilà, il y a le minimum, il y a ce qu'il faut, et 30 €, ça reste tout à fait convenable pour les gens qui n'ont pas envie de se ruiner en matériel informatique, ou qui n'ont pas les moyens tout simplement de mettre 100 € dans une souris, ou même 70, ou peu importe. Et concrètement, c'est pas un truc qui est super utile de toute façon, parce qu'au-delà d'un certain niveau, il n'y a pas fondamentalement de gros changements en termes de hardware. En termes par rapport au clavier, parce que je me mélange, je dis en termes de partout. En ce qui concerne le clavier, c'est le K55 RGB, c'est une évolution du K50 que vous connaissez sans doute. 6 boutons macro sur la partie gauche, des contrôles dédiés pour les applications multimédia, un raccourci Game Mode qui désactivera la touche Windows. Ça mesure 480,2 par 166,3 par 34,6 mm pour un poids de 822 grammes. Et c'est des touches à membrane, malheureusement, sur cette gamme de claviers là, on n'a pas de touches mécaniques. Des touches membrane avec des fonctions N-Key Rollover et Anti-Ghosting. Voilà, alors N-Key Rollover, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, Anti-Ghosting, c'est le fait d'appuyer sur 5-6 touches en même temps et ça bloquera pas le clavier, et ça c'est plutôt pas mal. En termes de design, on se rapproche de ce qui se fait actuellement chez Corsair. Vous voyez, c'est cette plaque, on a une plaque métallique avec
une partie un petit peu surélevée sur l'avant, le repose-poignet et donc les touches macro et des touches rétro-éclairées avec du RGB, donc vous pourrez mettre la couleur que vous voulez. Moi j'ai celui-là de clavier, le K95 RGB, il fonctionne plutôt bien. Vous avez vu d'ailleurs que mon support micro n'est autre que des boîtes, donc c'est plutôt pas mal. Oui, bah en fait avec les moyens du bord, je veux un pied de micro, il coûte 70 balles, donc ce sera vos types qui vont le financer en attendant que, ou alors en attendant que je mette des sous de côté. Mais pour l'instant, voilà, ça tient bien, hein, je veux dire, pas de problème. Voilà, pour ce tarif, pour ce clavier, justement, pas encore de tarif proposé par Corsair. Il devrait tourner autour de 70 balles, puisque le K50 se trouve dans ces eaux-là. Voilà, ça reste un clavier super sympa. Alors, moi, il y en a qui jurent alors aujourd'hui, il y en a qui ne jurent que par Rocate et compagnie. Ça à vous de voir. Maintenant, c'est vrai que la qualité de fabrication de Corsair, elle est juste irréprochable, pour moi en tout cas. Là, ce clavier-là, je vous assure, je vous l'avais pas montré en vidéo, mais enfin, je veux dire, tout est en métal sauf la partie ici avec les touches macro qui sont en plastique. Et il est dégueulasse, hein, vous l'aurez vu. Et donc après, on a le repousse-poignet dans une matière un peu texturée qui est dégueulasse aussi. Et la qualité de fabrication est juste royale, quoi. Enfin, c'est un machin, je me suis déjà énervé dessus, j'ai déjà tapé comme malade dessus, les touches fonctionnent encore, le truc n'est pas cassé, rien. Et c'est juste, ça vaut son prix et ça vaut bien ses 820 grammes. Le mien doit peser plus d'1 kilo, mais je sais plus combien il pèse, enfin bon, peu importe. Mais voilà, on n'est pas dans le délire, vous savez, de design là, à la Logitech aussi là. Vous savez, encore que Logitech c'est un peu moins. On n'est pas dans ces délires de design en mode gamer avec des trucs, des logos partout, des trucs machin. Là, Corsair, ça reste assez sobre et c'est du matériel qui se veut discret, je veux dire, qui montre pas. C'est du matériel de joueurs, enfin entre guillemets, si on prend ces termes marketing de gamer. Maintenant, on peut très bien jouer avec du matériel qui n'est pas estampillé gamer, c'est sûr. Mais voilà, on n'est pas dans des délires avec des formes cheloues, là, comme sur les claviers Rocate et d'autres marques, ou les MAD, les Cyborg, là, les trucs comme ça. C'est un choix, moi je préfère comme ça, après chacun aime comme il veut. Mais voilà, ça reste justement tout à fait sobre et c'est plutôt pas mal. Disponibilité d'ici très peu de temps pour le K55. La souris est déjà disponible si vous voulez l'acheter. La Harpoon, la RGB à 30 €, elle est déjà disponible à droite et à gauche. Voilà pour cette petite information. On continue côté jeux vidéo avec le hardware, avec le prix de la Nintendo Switch qui commence à se préciser. Elle serait vendue autour de 199 livres sterling, les pounds au Royaume-Uni. Ça pourrait donc se traduire par un prix européen et donc français de 249 €, ce qui coïnciderait avec les prix de lancement des consoles de salon précédentes de Nintendo. Il y avait plusieurs rumeurs la semaine dernière et aujourd'hui Toys R Us indiquerait également que la console serait vendue à 329,99 $ canadiens, soit de 143 $ américains. Donc ça correspond plus ou moins avec les prix qui sont affichés par l'enseigne britannique Game, qui n'existe plus chez nous, je crois. Donc c'est plusieurs sources du site, alors inconnu au bataillon, Let's Play Video Games, mais ça correspond, je veux dire, voilà, il y a plusieurs... Il y a plusieurs chaînes de magasins qui commencent à mettre des placeholders dans leur boutique pour la console. Et donc, ça reste, voilà, compris autour de 250 €. À 250 €, je ne sais pas ce qu'on aura comme console. Je suppose qu'il y aura plusieurs packs, comme pour l'époque de la Wii U. Mais ça reste un tarif intéressant. Et je pense que la console se vendra bien à ce prix-là. À 300, ça risque d'être un petit peu tendu. Et après, au-delà, à mon avis, ça sera mort. Parce que les gens achèteront une PS4 ou une One. Mais voilà, en termes de prix, à 250 €, je pense qu'on est sur le prix psychologique qui passe bien pour les gens qui vont se dire oui, la console elle est moins puissante, nanana, il faut payer moins cher. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas chercher plus loin que ça. Donc je pense que d'un point de vue tarif et d'un point de vue marketing, puisque ça rentre dans le côté marketing, on propose une console à 250 aux gens, ils vont se dire oui, bon, elle est moins chère, elle est moins puissante, mais elle est portable en même temps qu'elle soit console de salon. Et moi, je pense que ça peut marcher. À ce tarif-là, je pense qu'on peut être pas mal, ça peut être intéressant, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, rien d'officiel. Il faudra attendre janvier pour avoir un peu plus de détails. Il me semble, je crois qu'on nous avait dit janvier hein, pour des détails. Donc on verra ce que ça donne. D'ici là, on va passer
si j'arrive à faire tenir ce truc. On va passer à vos infos high-tech en attendant. Il y a des trucs qui tombent sans arrêt dans cette maison-là. C'est n'importe quoi. Et il y a Spotify qui s'ouvre alors que je ne l'ai pas demandé. Je suis ensorcelé aujourd'hui. Hmm. Il se passe des trucs vraiment bizarres, hein. Alors aujourd'hui, c'est catastrophe. Bon, on passe à vos infos high-tech, je vous le disais, avec des infos, en tout cas des rumeurs sur le OnePlus 4. Il y a le OnePlus 3T qui devrait être annoncé hyper prochainement, donc on en parlera quand ce sera officiel, parce que je vous en avais pas parlé jusque-là. Donc on en parlera quand ce sera officiel. Les détails, rumeurs bien sûr, sur le OnePlus 4 ou 5, puisque je vous rappelle qu'en Asie, le chiffre 4 porte malheur, donc ça pourrait être le OnePlus 5 directement, on verra. C'est des informations qui viennent par le blogueur chinois Qma, que je ne connais pas, donc je ne peux pas vous dire si c'est quelqu'un de fiable ou pas. Mais voilà, ça a été relayé. On parle d'un téléphone qui pourrait bénéficier d'un tout nouveau design à base de verre, à la manière du S7 de OS6 de Samsung. Un écran 2K en 1440p, 5,3 pouces, toujours AMOLED, malgré les problèmes d'approvisionnement qui ont perturbé les ventes de ce dernier cette année, hein, pour le OnePlus 3, qui avait de l'AMOLED, je crois. Je sais plus. Enfin bref, OnePlus avait des problèmes de... Ou c'était pour l'autre téléphone, je sais plus, il y en a deux maintenant, je sais même plus, j'ai pas suivi OnePlus, mais il y avait bien des problèmes d'approvisionnement, ça j'avais vu l'article de passer, et il y avait bien des problèmes de fabrication, ils n'arrivaient pas à suivre Samsung et compagnie avec l'AMOLED. Un Snapdragon 830 pour ce téléphone haut de gamme de 2017, 6 ou 8 Go de RAM, une batterie de 4000 mAh. Alors on reste sur des rumeurs, hein, bien sûr, pour l'instant rien d'officiel, mais ça reste en ligne avec ce qui était supposé pour ce téléphone jusqu'ici. En termes d'appareil photo, il aurait deux capteurs de photo, à l'instar du Mate 9 ou de l'iPhone 7 Plus, et donc ça permettrait d'utiliser de la réalité augmentée et mixte. Alors réalité mixte, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout simplement le mix entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Voilà, tout simplement. Virtuel, je vous rappelle, c'est quand on a un truc complètement virtuel, et réalité augmentée, c'est quand on utilise votre environnement avoisinant pour afficher des trucs par-dessus. Voilà, ça pourrait être compatible avec le projet Tango de Google, et on nous annonce, on suppose, une sortie au début de l'été 2017 pour ce OnePlus 4, et le OnePlus 3T devrait être annoncé très prochainement, je vous le disais. On parle des prochains jours, voilà, donc ça devrait arriver. Hyper rapidement, hyper prochainement. Il sera annoncé demain, le 15 novembre à 19h apparemment, nous dit-on. Sur Frandroid pour ce OnePlus 3T. Donc si tel est le cas, je vous en parlerai mercredi. Voilà. Et puis quoi donc? Et puis on va parler de Motorola avec la feuille de route qui a fuité sur les internets. C'est Hello Moto HK sur Google+ qui a révélé cette feuille de route cette nuit. Le post a été supprimé depuis. Le fabricant chinois qui a absorbé Motorola devrait sortir les modèles suivants: le Moto Z sur Motorola, le Moto X Lenovo, Moto M Lenovo, Moto G Motorola Lenovo, et Moto E et C de Lenovo, et il y a marqué ODM en fait sur la fiche produit, ça veut dire Original Design Manufacturer, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est tout simplement un fabricant tiers, un petit peu comme vous savez TCL et Alcatel. Je vais juste vérifier pour pas vous dire de bêtises. Original Design Manufacturer, ça veut dire littéralement producteur de concept d'origine. Donc c'est une entreprise qui fabrique en marque blanche. Voilà, donc TCL, comme je vous le disais, par rapport à Alcatel, ou même maintenant à BlackBerry, puisqu'ils font les mêmes pour BlackBerry. Voilà, donc à voir. Donc ça reste intéressant de voir qu'il y aura d'autres modèles, et surtout il y a un nouveau venu, c'est le Moto C, hein, peut-être un téléphone encore plus entrée de gamme que le Moto E, peut-être sur la tranche des 50 à 70 euros, qui sait, peut-être, on ne sait pas. On verra ce que ça donne, mais voilà, en tout cas il y a des téléphones qui seront conçus par les équipes de Lenovo, d'autres qui seront conçus par des équipes de Motorola, mais les téléphones devraient tous s'appeler Moto quelque chose, donc ZXMGEC, voilà. Donc on verra ce que ça donne, on verra qu'est-ce que c'est ce Moto C. Pour ce qui est Z, X, M, G et E, on connaît, hein, ça va du plus haut de gamme au plus entrée de gamme. Mais voilà, ce C est un petit peu mystérieux, et on verra ce que ça donne. Le post a été supprimé, donc ça laisse penser que c'était quelque chose, une information réelle, que c'était bel et bien une fuite, donc on verra ce que ça donne. Et la division Moto 360 serait à vendre. Eh oui, les montres de Motorola ne rencontrent pas le succès escompté par les nouveaux, et pourtant elles sont pas dégueu, ces Moto 360 sont pas non plus mauvaises.
Mais voilà, ça serait à vendre. Et donc, il ne faut pas s'attendre apparemment à une nouvelle moto 360 de sitôt jusqu'à ce que quelqu'un décide de racheter ce truc à Lenovo, puisque apparemment ils veulent s'en débarrasser. Voilà, bon, bah pourquoi pas. C'est vrai que c'est un peu. Moi là, aujourd'hui, la montre connectée, je m'en sers, mais je sais même pas si j'en rachèterai une un jour, parce que je vais attendre qu'elle décède, hein, cette montre. Parce que. Parce qu'il n'y a pas d'évolution chaque année, quoi. Ça stagne. Alors oui, on fait des écrans ronds, AMOLED, blablabla, mais on a toujours la configuration des familles, la fameuse, avec le Snapdragon 400 ou 410, les 512 de RAM, je sais plus combien, et les 4 Go de stockage. C'est la même config des familles depuis 2 ans. Depuis que... Vous vous en souvenez de cette config des familles, je vous en ai parlé quand même. Bon, enfin bref. On verra bien ce que ça donne et comment ça évolue. Et puis on va terminer avec cette petite rumeur sur l'iPhone 8. On va y revenir parce que j'ai vu que Seb il avait poussé son petit coup de gueule dans les commentaires. L'iPhone suivant d'Apple, Next iPhone, qui devrait utiliser une recharge sans fil à longue portée. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et ça va faire râler ceux qui... Et ils ont raison. Ceux qui parlent d'un mauvais rendement énergétique. Mais alors là c'est encore pire. C'est le pire du pire. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Eh bien en fait c'est un nouveau système de... Alors si vous suiviez Save Data à l'époque sur Gimlet, si vous êtes un vieux de la veille, vous vous souvenez qu'on en avait parlé dans un Save Data il y a longtemps, ça va faire 2 ans facile, plus de 2 ans même maintenant, 2 ans et demi. On en avait parlé, je vous en avais parlé un soir, on avait parlé de cette technologie en fait qui permettait de faire de la charge sans fil, tout simplement, d'électricité sans fil. Mais là, on parle d'un truc qui permettrait de le faire à plusieurs dizaines de centimètres de distance, contrairement à la recharge par induction qu'on trouve sur Android, donc où on est obligé de poser le téléphone contre une surface. Qu'est-ce qui laisse penser ça? Eh bien, en fait, la société Enerjuice, qui est le développeur de la technologie WattUp, et c'est cette technologie dont on vous avait parlé il y a longtemps dans Gameit. Dans ces data, on était à la pointe un peu en termes d'infos quand même dans ces data, qui promet de charger sans fil plusieurs appareils dans une pièce sans contrainte sur la distance. On nous donne une petite image d'illustration, alors ça veut rien dire, mais dans l'idée, voilà, en fait, il y aurait une borne, une espèce de borne qui, pardon pour le bruit, il y a une espèce de borne qui diffuserait c'est assez chelou à imaginer, qui diffuserait de l'énergie sans fil et ça permettrait de recharger les appareils qui sont dedans. Cette société avait déjà annoncé dans plusieurs de ses résultats financiers qu'elle travaillait avec un fabricant de smartphones de tier 1, c'est-à-dire un des plus gros fabricants sur le marché. Ça pourrait être Apple, Samsung ou encore Huawei. Je vous rappelle que c'est les 3 premiers fabricants de smartphones dans le monde. Et plus récemment, Enerjuice a signé un partenariat avec Dialog Semiconductor, qui inclut un investissement de 10 millions de dollars de ce dernier. Et il se trouve, oui monsieur, que justement Dialog Semiconductor est l'un des sous-traitants d'Apple dans la conception de l'iPhone qui fournit la puce qui gère la recharge de l'iPhone. Oui monsieur. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Et pourquoi de la recharge sans fil, me direz-vous? Eh bien parce qu'avec l'iPhone 7, Apple, vous le savez, a viré le port jack des iPhones. Et donc, il y a toujours ce petit problème. Est-ce que je charge mon téléphone ou est-ce que j'utilise un casque filaire? Je peux pas faire les deux en même temps, à moins que j'achète un adaptateur, un bricolage chinois ou je ne sais quoi. Et donc, bah là, ça serait pour Apple, ça serait bien pour Apple, puisque ça leur permettrait de dire, eh ben maintenant, nouveauté, vous pouvez à nouveau écouter votre musique et charger votre téléphone en même temps sans fil. Eh oui. Donc à voir, bah, on verra ce que ça donne, vous me direz ce que vous en pensez. On va se retrouver avec 1 milliard d'ondes dans la tronche. Moi qui suis, je suis ce genre de personne qui est pour l'installation d'antennes relais, déjà parce que je suis un geek, ok, mais quand on a compris le principe que plus les téléphones sont proches des antennes relais, moins ils émettent d'ondes, on se dit bon, il faut installer des antennes relais. Voilà, c'est un truc, il y en a qui ont toujours pas compris et qui font un pataquès pas possible. Alors après, je dis pas, je suis pas forcément pour les mettre sur le toit des immeubles et qu'il y ait des gens juste en dessous, mais voilà, il y a moyen de les mettre sur des bâtiments publics où il n'y a pas forcément des gens qui habitent juste en dessous. Il y a toujours moyen d'optimiser un petit peu ça. Mais voilà, tant que les gens n'ont pas compris ça, voilà, mais là, on arrive à un stade où on va avoir de l'électricité sans fil, on a 1 milliard d'ondes radio à différentes fréquences pour le Wi-Fi, on a les micro-ondes, on a la radio, on a la télé, on a les 2G, 3G, 4G, après il y aura la 5G, on a tout un tas de fréquences qui passent comme ça et on ne le contrôle pas, de toute façon, c'est comme ça. Mais voilà, est-ce que ça va pas finir par vraiment poser un problème pour la santé? Je sais pas. Je sais pas parce que là on sait pas les fréquences, mais je sais pas ça va être un truc un peu foufou quand même, je pense.
Donc à voir, est-ce que c'est une technologie qui va se développer, est-ce que ça va vraiment exister, est-ce que ça va vraiment passer dans le grand public? J'en sais rien, ça c'est une question qui pourra se poser. Et surtout, est-ce que ça sera intéressant d'un point de vue énergétique? À mon avis, non. Ça va consommer un max pour charger pas grand-chose. Vous imaginez la perte d'énergie comme ça dans l'air? C'est un truc assez hallucinant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que c'est un truc que vous aimeriez bien avoir chez vous? Alors moi, j'ai beau être geek, je vous avoue, c'est pas un truc qui m'emballe d'avoir une pièce avec des trucs qui chargent sans fil comme ça. C'est pas un truc qui me... bon, le Wi-Fi, les 3G, 4G, machin, ça me gêne pas. Même si c'est vrai que des fois, j'aime bien être à la campagne et être moins... bon, je sais pas, je veux pas dire que ça me fout mal au crâne, un truc comme ça, mais je sais pas, c'est vrai que des fois on se dit, bon, c'est vrai que quand tu regardes, tu connectes, tu vois ta liste de réseau Wi-Fi sur le téléphone, tu dis, putain, il y en a quand même un paquet, quoi. C'est assez hallucinant. Mais bon, bah, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mm. Et justement, nous allons passer à vos commentaires. Il est super amer ce thé, c'est assez particulier, ce thé au caramel. Mm. Mais bon, il se boit quand même. Justement, on va passer donc à vos commentaires sur la quotidienne, précédente, celle de jeudi, puisque vous l'avez vu, j'en ai pas fait vendredi parce que j'ai pas eu le temps, et parce que je suis parti, il fallait que je me prépare, je suis parti ce week-end. Et d'ailleurs, ce week-end, je suis allé dans un village où ma famille, où j'habitais quand j'étais petit, il y avait ma famille, et il y a des gens qui se sont ligués en mode, oh, on veut pas d'antenne relais, nanana, et du coup, ben, les portables passent super mal. Et enfin, mieux qu'une époque, c'est vrai. Et ceci dit, avec le galet, j'arrive à avoir 3-4 barres de 4G. Hein. Ce machin, là, le truc Huawei, il passe super bien. Il y a un DAS de four micro-ondes, mais c'est incroyable la sensibilité de ce machin. Mais voilà, bon, bah, je sais pas comment ça a évolué, toutes ces ondes. Ça fait flipper un peu quand même quand tu réfléchis, mais bon. Que voulez-vous que je vous dise? On verra bien ce que ça donne, on verra bien le futur. Bon, allez, vos commentaires sur la quotidienne précédente. Eric qui nous dit bonjour, en ce qui concerne votre remarque sur les voitures, il est peut-être préférable. On peut me tutoyer, hein. Bon, c'est très gentil de ta part de me voyer, mais il n'y a pas de. Ne vous forcez pas à me voyer. Hein. Il est peut-être préférable d'acheter une voiture étrangère fabriquée en France, Toyota par exemple, qu'une voiture française fabriquée à l'étranger. C'est un long débat, je pense que oui, j'ai tendance à être de ton avis. Maintenant, c'est vrai que l'idéal, ça serait qu'une voiture française soit fabriquée en France, mais voilà, que voulez-vous? C'est 2016, c'est la mondialisation. Eh oui, c'est tellement plus simple de fabriquer un truc à 3000 km de là et de le faire venir par paquebot, par avion, par ce que vous voulez, que de le faire chez nous. Voilà. Bah après, c'est un problème aussi parce que c'est vrai que techniquement, si on pourrait, on a les technologies pour le faire chez nous. Maintenant, les gens veulent des trucs toujours moins chers, ils veulent toujours les trucs plus rapidement, donc on délocalise là où ça coûte moins cher à fabriquer et, voilà. Et puis du coup, on a nos voitures moins chères. Est-ce que les gens seraient prêts à payer un iPad 5 000 euros, supposé qu'il soit fabriqué en France? Je suis pas sûr. Il y avait une étude qui avait été faite, je crois que c'était si un iPad était fabriqué de A à Z aux États-Unis, il coûterait, je crois que c'était 7 ou 8 fois son prix, quelque chose comme ça, ça serait à vérifier. Mais voilà, non, c'est un problème. Moi, je suis pas pour. Hein. C'est vrai que voilà, j'aimerais bien que les choses soient faites en France, c'est sûr, c'est évident. Maintenant, c'est vrai qu'après, est-ce qu'on serait prêt à mettre le prix? Je suis pas sûr, moi le premier d'ailleurs, mais bon. Voilà, bon c'est un long débat, mais voilà, après chacun achète ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Moi j'ai mes habitudes de consommation, vous avez les vôtres, il n'y a y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, bon après c'est un long débat, mais c'est vrai que certains constructeurs font leurs efforts, et il y en a qui s'en foutent un peu malheureusement, et c'est comme ça. Et bon, bah, on est obligé de subir de toute façon en tant que consommateur. Après, il suffit de ne pas acheter. Fondamentalement, si on n'est pas d'accord, on n'achète pas. Et ça se limite à ça. Sinon, la qualité vidéo est maintenant nickel. Oui, bah j'espère bien. Avec une bitrate pareille, à mon avis, ça devrait le faire. Et la vignette qui est à côté de votre prénom, je la trouve, on va dire, discutable esthétiquement parlant, vu qu'elle est centrée sur votre pif. Mais bon, c'est peut-être un choix. Cordialement. Alors oui, non, j'avais changé parce qu'en fait c'était une vieille à l'époque et j'avais que ça sous la main, mais il faut que j'en fasse une autre, je vais en faire une autre, je sais pas si je vais mettre ma tête ou je vais mettre un A stylisé comme logo, je sais pas encore, mais elle va changer, mais c'est pareil, j'ai la même sur Twitter et c'est un vieux machin, il faut que je le change. Oui, c'est tout à fait discutable, je suis d'accord, il n'y a pas de problème avec ça, Eric, en tout cas merci pour ton commentaire. Bass Style, bonjour.
L'ami belge. J'utilise le plus souvent la ponctuation US et aussi pour les chiffres, sûrement parce que je traîne le plus souvent sur des sites anglophones. Oui, en fait, on prend l'habitude, hein, concrètement, c'est vrai que quand tu traînes sur des sites anglophones ou que tu parles avec des anglophones, tu prends leurs habitudes très facilement. Moi, il y a des jours où je parle plus avec des gens anglais. Oui, c'est vrai que c'est particulier, je vous l'accorde, mais il y a des jours où je parle plus en anglais qu'en français. Et pour X ou Y raison. Et il y a des moments, et je trouve, enfin c'est ouf, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je cherche un mot, où je parle en français, il y a un mot qui vient, et c'est le mot anglais qui vient, et je trouve plus le mot français pendant quelques secondes. Et c'est assez particulièrement chiant, mais ça arrive. Pour reprendre la partie marketing avec les exemples, si je vous dis mousseline, vous allez me haïr parce que quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr de ce qu'il y a dedans. Je chante très mal cette pub parce que je connais pas du tout l'air, mais voilà. Bon, vous avez l'idée et vous l'avez en tête aussi. Et pour reprendre le côté AMOLED, moi au final, ce qui me dérange le plus, c'est pas le blanc cassé, mais c'est les soucis de burn-in au long terme. Je me suis habitué à ce côté blanc cassé. J'utilise de l'AMOLED depuis mes débuts sur les smartphones avec le Omnia HD. Oh putain, mais ça remonte les Omnia chez Samsung. Il y avait quoi? Il y avait Windows Mobile sur les Omnia, non? Tu me diras. Ça date, putain, mais c'est où? C'était à l'époque des N95 et compagnie, ça. Le S1, le S3, S4 LTE à deux reprises, un S4 Exynos, S5 et S6 Edge. Et oui, parce que moi j'étais sur Facebook, Bast2Style, je sais que tu es fan de Samsung et ça se voit dans tes achats. Tous ont quasi le même souci, sauf moi 6 Edge qui est neuf et c'est le putain, je reprends, hein, c'est putain en majuscule, le putain de burn-in dans la dalle. Le pire c'est mon S5, mais lui la dalle a souffert. Il doit y avoir un problème avec le contrôleur. Alors oui, c'est un problème des AMOLED, et puisque c'est vrai que l'écran, euh, en fait, la dalle brûle tout simplement avec le temps. C'est un petit peu dans le même délire avec les écrans plasma. Vous savez, il y avait à l'époque le logo Canal+, des fois, qui est resté brûlé sur la dalle. Mais on a ce problème un petit peu avec les OLED. Mais il y a quand même un peu ce problème avec les LCD aussi. Moi, je le voyais avec la Z2, l'écran devenait un peu... C'était plus blanc, il y avait une espèce l'image s'incrustait en fait, si tu veux. C'était un petit peu particulier, mais oui, non, c'est beaucoup plus prononcé avec les AMOLED et c'est clair et net que c'est un gros problème. Pour les NRA, je suis pas sûr que légalement tu es censé savoir où ils sont. Chez nous, Proximus a porté plainte à l'époque contre Narod, qui avait une map qui contenait tous les ROP de Belgacom, qui n'est plus maintenu depuis très longtemps maintenant d'ailleurs. Alors, je pense pas que ça soit un problème légal en France maintenant. Moi, je vois pas, hein, c'est un bâtiment comme un autre. Je veux dire, à l'époque, il y avait les armoires dans la rue avec écrit PTT et il n'y avait pas de problème, hein. Mais de toute façon, c'est comme ça. Mais je veux dire, non, je pense pas. T'as pas le droit de les ouvrir, bien évidemment, mais je veux dire, tu sais où elles sont, bah tant mieux. Enfin, à un moment donné, enfin, où ils sont. Mais non, je pense pas. Après, je sais pas en Belgique, mais en France, je pense pas que ce soit un problème particulier. Enfin, bon, en tout cas, ça fait des années qu'il c'est comme ça et personne n'a jamais râlé. Michel, en tout cas, merci pour tes commentaires. Bastou Style, à la prochaine. Je mélange. Michel, qui nous dit que la branche droite des lunettes est toujours blanche. Elle est toujours un peu. En fait, j'ai regardé, le plastique est usé, je sais pas pourquoi. Mais en même temps, ces lunettes, cette monture, ça fait 3 ans que je l'ai, donc elle commence à être vieillotte. Mais le plastique est usé en fait, et j'arrive pas. Des fois, c'est blanc. Genre, il s'enlève en fait quand je le gratte, il part, il s'effrite. Je sais pas, j'ai dû les poser ou elles ont dû se tête juste avec le temps, tout simplement. Voilà, bon, faudra vous y faire. Moi, c'est moins pire que la dernière fois. Marche qui nous dit plus un like. Eh bien, merci. Est-ce que Univers du Top est abonné à ta chaîne? Je ne pense pas. Ça m'étonnerait très fortement. En tout cas, non, je pense pas. Je vois pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas? Écoute, si c'est le cas, bonjour. Non, je pense pas. Écoute, elle a plus le temps de s'occuper de sa chaîne. Elle a essayé de la vendre. Oui, donc, ah oui, ça, je vous en avais pas parlé, ça. Je sais plus quel jour c'était. On m'a envoyé des screens. Elle a essayé de vendre sa chaîne sur un forum. Et elle a reçu une proposition à 50 000. Voilà, et donc il y avait bien un extrait de ces thunes entre mai et août. Et entre mai et août, elle s'est fait 29 000 euros. Voilà, pendant que moi, je m'en suis fait même pas 1000. Parce que oui, il y avait le placement produit sur le maïs. Bref, c'est un sujet qui m'énerve. Non mais vous imaginez, je veux dire, putain, je serais riche, quoi. Je serais riche. C'est un truc de fou. J'aurais pu rembourser mon crédit ou si j'avais fait un truc pareil. Enfin bref, c'est un long débat et écoutez, après on fait nos trucs et on peut pas. Je veux dire, j'avais qu'à le faire moi. C'est vrai, j'avais qu'à dire bon ben voilà, je fais ma chaîne de top. Est-ce que c'est intéressant de bosser comme ça pour avoir des thunes? Mentir aux gens? Bon, moi je suis pas comme ça. J'ai pas été éduqué comme ça.
Et j'ai du mal à le faire. Donc, que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça. Enfin bref, Chafius, bonsoir. Salut, désolé si ça a été déjà évoqué auparavant. Quel est le modèle de ton casque? Est-ce que c'est un Siberia? J'aime bien la qualité sonore. Eh bien non, ce n'est pas un Siberia, c'est un HyperX Fluidix Pro. Et ça a été évoqué en effet, je crois, la veille de ton commentaire. Mais c'est pas le casque qui fait le micro, j'ai un Blue Yeti en micro. Voilà, non, je garde le micro parce que les gens aiment bien. Parce que avant j'avais des écouteurs pour le monitoring, mais j'ai plus rien qui me convient en qualité. Et du coup, non, tu vois, je peux tout à fait débrancher le micro et c'est pareil. Mais c'est vrai que moi, ça me stresse déjà, moi, quand je me vois de pas avoir de micro comme ça devant la bouche sur la caméra. Vous me direz ce que vous en pensez, tiens, est-ce que vous préférez que je n'ai pas. Est-ce que vous préférez sans ou avec le micro? Si vous préférez sans, je l'enlèverai. Mais fondamentalement, je pense que du coup, c'est pas plus mal d'avoir le micro. Ça fait moins choquant, je trouve. Bon, je sais pas. Vous me direz, c'est peut-être moins esthétique, c'est vrai. Mais bon, pourquoi pas. Mais non, après, la qualité du micro est pas dégueu. Mais maintenant, des casques avec une qualité sonore comme ça en termes de micro, il y en a pas. Ça n'existe pas. Tu peux taper dans ce que tu veux, ça n'existe pas. Mais et encore que le Blue Yeti, la qualité est discutable. Hein. C'est pas, je veux dire, le son est pas dégueu. C'est un bon micro. Je veux pas dire le contraire, mais il y a mieux. Voilà, après, on est sur un micro à 100 euros maintenant. On en a pour notre argent. Et c'est vrai que il est reconnu. C'est un micro que beaucoup de gens utilisent et qui produit un bon son et qui a pas de problème particulier. Et voilà, c'est quelque chose c'est un micro qui est totalement fiable. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que je vous le disiez, acheter un pied de micro, comme ça je pourrais avoir le micro un peu plus proche ou peut-être un petit peu au-dessus, j'en sais rien. On verra, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Ceci dit, avoir le micro comme ça devant la bouche pendant que je joue, c'est pas forcément le truc le plus agréable et surtout que ça se voit pendant les lives. Alors après, c'est vrai que du coup, j'ai une voix qui est cela dit un petit peu plus agréable à écouter. Je peux moins gueuler. Mais c'est vrai que je suis pas fan d'avoir le micro comme ça devant la bouche. Je préfère gueuler un petit peu plus, que la qualité soit peut-être un petit peu moins agréable. Alors après, on n'est pas là pour faire de la SMR non plus. Ceci dit, c'est un micro qui fonctionne très bien pour la SMR. Je sais pas si le son est en mono ou en stéréo là-dessus, j'en sais rien. Mais normalement non. Mais voilà, on peut tout à fait s'en servir pour de la SMR. C'est un micro qui marche très bien. Et si jamais un jour tu as l'occasion d'investir des sous là-dedans, alors le son ne passe pas en stéréo pour une raison totalement obscure, il y a un délai, mais là ça ne marche pas. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Je sais pas pourquoi, il y a des fois ça marche pas, écoute, à moins que... non, si ça y est, on est en stéréo. Alors je sais pas si c'est du stéréo, je sais pas si vous l'entendrez bien, là je parle dans votre oreille droite et là je parle dans votre oreille gauche et c'est tout à fait stressant, n'est-ce pas? mais bon, j'arrête de jouer comme un gros débile. Voilà. Mais après, bon, non. Je sais pas ce que tu fais comme vidéo, j'en sais rien. Mais ou comme son. Mais dans l'idée, après, tu peux acheter le Snowball de Blue qui fonctionne bien aussi, qui est un peu moins cher. Mais voilà, après, on se débrouille avec les moyens du bord de toute façon. Mais non, après, sinon, il est pas mauvais le micro de ce truc-là, mais ça reste un micro de casque. Donc, je veux dire, forcément, t'as pas un aussi bon son avec un truc qui mesure la taille d'une pièce de monnaie qu'avec un gros machin comme ça, avec plusieurs capsules. Enfin, c'est quand même mieux foutu. David qui dit merci pour la vidéo. Et bien, écoute, merci à toi pour ton commentaire. Pour Greg le Geek, avant, il était sérieux dans les critiques des produits. Maintenant, c'est fini et tout est fait pour que tu lui envoies du fric. Alors, je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas regardé Greg le Geek. Avant, à l'époque, c'est vrai que j'aimais bien. J'avais pas de soucis particuliers avec ça. J'aimais bien ses critiques. Maintenant, je sais pas. Parce que après peut-être qu'il est bien copain avec certaines marques de certains fabricants, parce qu'il est où c'est qu'il est lui? Je sais plus dans quelle ville il est en Chine. Pas à Shenzhen. Comment ça s'appelle? Je sais plus, je sais plus où il est exactement, mais voilà, dans l'idée il y a ça, et après, je sais pas, je veux pas critiquer, je veux pas dire des choses fausses, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais voilà, après, bon, chacun évolue comme il veut, et chacun prend le penchant qu'il veut, chacun fait ses choix. Merci en tout cas pour ton commentaire, ça fait plaisir. Damien, bonsoir, qui nous dit: le bouton sont configurables, donc on parle d'Amazon Dash. Sur une liste de produits qui correspond à la marque du bouton, tu peux voir la liste des produits en cliquant sur la petite image en dessous de la description. Eh bien merci, je n'avais pas vu. Et puis à notre McDo, on a des clients qui râlent, qui se plaignent à chaque fois, qui viennent, mais 2 jours après ils sont de retour.
Oui, évidemment, ça c'est tout à fait logique. En tout cas, merci pour tes commentaires. Et puis Sébastien, qui nous dit pour les premiers Galaxy S, les noms de code GTL ou i9000 pour le S, le 8900 pour le S2, 9100 pardon pour le S2, le 9300 pour le S3 et 9500 pour le S4. Donc pour la hantise du chiffre 4 en Asie c'est probable, mais il y a l'exception qui confirme la règle avec la PS4. En effet, mais après voilà, ça reste... voilà, si une marque commence à éviter le chiffre 4, je sais pas. On verra, mais c'est vrai qu'ils ont sorti la PS4, ceci dit ils ont sorti un téléphone qui est S4. Donc je sais pas, on verra. L'iPhone qui va sortir en 2007, c'est l'iPhone 7S et pas le 8. Je ne pense pas qu'Apple va sauter un numéro juste parce que c'est le 10 ans de l'iPhone. SVP, arrêtez de commenter les rumeurs d'un téléphone ou tous les autres objets qui sortiront dans 6, 10 ou 12 mois quand ça dévoile trop d'infos. Si vous lisez ce genre d'article et qu'après la présentation vous êtes déçu parce que vous connaissez tout depuis un moment, ne vous étonnez pas. Fin du coup de gueule, j'en ai marre de tous ces articles sur des rumeurs de produits qui vont sortir dans un an. Alors, je suis d'accord avec toi dans un sens, dans le sens où le fait que les gens après se plaignent parce qu'ils connaissent tout à l'avance. Moi, je m'en fous. Personnellement, quand je regarde une conférence, je sais à quoi m'attendre en général parce que on a eu des rumeurs, on a eu ci, on a eu ça. Donc après, voilà, c'est un choix personnel de me casser la surprise. Mais c'est vrai qu'après, les gens vont dire ben oui, ben ils ont regardé tous les articles avant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que des fois, les gens se plaignent alors qu'ils sont les premiers à regarder des articles en mode rumeur. Ouh, rumeur sur l'iPhone, etc. Et après, ils vont se plaindre. C'est vrai. Mais voilà, après moi je les relate parce que je sais qu'il y en a qui sont friands de ce genre de choses. Moi j'aime bien aussi, hein, j'avoue, j'aime bien un petit peu les rumeurs. Mais voilà, après bon, si ça ne plaît pas, on peut en mettre moins, c'est possible aussi. Mais voilà, après bon, il faut toujours les prendre avec des pincettes. C'est vrai qu'il y a des rumeurs qui viennent, qui sont vraies, qui sont fausses. Il y a toujours des choses qui sont fausses, c'est évident, c'est des rumeurs. Maintenant, il y en a quand même qui sont vraies, et c'est vrai que moi j'aime bien suivre. Après, c'est aussi le plaisir de suivre le cycle de développement. On peut voir les choix qui ont été faits. Il y a des rumeurs avec des partenariats, des achats de produits qui sont faits à des fabricants de pièces. On se dit, bon, ils vont mettre ça. Finalement, le truc il sort sans. On se dit, pourquoi ils ont pas mis. Tu vois, il y a tout un intérêt de. C'est comme les jeux en bêta ou en alpha. Moi, j'adore ça parce que justement, tu peux suivre le cycle de développement. Tu te dis quel choix les équipes ont pris, pourquoi ils ont fait ça et pas autre chose, pourquoi le jeu a évolué comme ça, et c'est vrai que moi j'aime bien. Après bon, c'est un choix personnel, tout le monde n'aime pas, je suis d'accord avec ça. Enfin bref. Merci pour ton commentaire en tout cas Sébastien. Alors après à voir, est-ce qu'ils vont appeler ça l'iPhone 7S? Moi je sais pas, techniquement ils peuvent très bien passer du 7 au 8 pour marquer le coup avec l'anniversaire, on verra bien. Moi ça me choquerait pas très sincèrement voir arriver Apple avec un iPhone ou alors changer de numérotation carrément, un iPhone X, un iPhone j'en sais rien. Voilà, pour iPhone X pour 10, j'en sais rien, c'est possible. On peut pas savoir à l'avance de toute façon, mais je pense qu'ils ont besoin de casser un peu leur routine, parce que c'est vrai que là ça fait... bon, le 5 était bien, le 5S, bon, c'est une évolution basique, le 6 c'était intéressant, le 6S, voilà, le 7... Pardon, excusez-moi. Le 7, voilà, il n'y a pas tant d'évolution que ça, et c'est vrai que s'ils nous sortent un 7S avec... Déjà, entre le 6S, entre la génération 6 et 7, il n'y a pas une énorme évolution. Donc s'ils ressortent encore un 7S avec très peu d'évolution par rapport au 7, qui n'est pas génial en termes d'évolution déjà, je pense que il va y avoir un problème. Donc moi, ça me choquerait pas qu'ils passent directement au 8. Après, on verra. Je me trompe peut-être, et je pense que c'est probable que tu aies raison, qu'ils sortent le 7S. Ça paraîtrait tout à fait logique. Bien. Voilà, merci pour ton commentaire, merci pour vos commentaires, en tout cas ça fait toujours très plaisir d'en avoir. On va passer au racontage de vie. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu de quotidien vendredi? Je vous l'ai dit, je suis parti en week-end, donc j'ai pas trop eu le temps. Ce week-end, alors j'ai rien fait du week-end, j'avais prévu de faire des transcriptions, j'ai complètement oublié mes fichiers. Alors, je suis parti, la clé USB est restée accrochée à l'ordinateur, donc c'était pas pratique. Puis de toute façon j'ai pas tellement eu le temps, du coup j'ai profité, je me suis reposé, on a mangé, bu, mangé, dormi, mangé, bu, mangé. Voilà, donc c'était un peu résumé comme ça. Je suis rentré hier soir et là, début d'après-midi, il y a le technicien Orange qui est passé, donc ça y est, j'ai du VDSL 2 avec une jolie petite Livebox 4 ici. Elle est pas mal hein, cette Livebox, elle est pas mal du tout. Je voulais vous faire même une vidéo déballage et tout, mais du coup je l'ai pas fait. Mais elle est pas mal, hein. Il y a un bouton sur le côté, il y a une touche WPS devant, elle est pas mal du tout en termes de design. Il y a un emplacement disque dur sur le côté, il y a 4 ports Ethernet gigabit derrière, il y a 2 ports USB 3, il y a le connecteur fibre directement intégré à la box. Enfin, il y a quand même besoin d'un petit boîtier.
et elle gère le Wi-Fi 5 GHz, etc. Enfin, elle est pas mal du tout. Et il y a un écran avec reconnaissance. Enfin, en gros, il y a un capteur de proximité. Et non, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. On est sur une box qui est intéressante avec une interface pas mal du tout non plus. Et donc, du coup, j'avais le DSL2 avec des débits un peu en dessous de ce que j'espérais. Mais voilà. Alors, le mec, il a galéré, hein. Il trouvait pas la ligne. Il est parti, il est redescendu en bas, il est remonté. Il est parti changer un truc, je sais pas quoi, sur la NERA. Enfin, il a fait tout son micmac pas possible. Et finalement, ça y est, il a réussi à me mettre en place ma ligne. Du coup, en termes de débit, j'espérais. Enfin, le test de dégroupe test m'a annoncé 50 mégas descendants et 15 montants. Là, en situation, pour l'instant, j'ai 32 mégas descendants et 10,5 montants. Donc, c'est quand même pas crado, hein, je vais pas me plaindre, évidemment. Il y en a beaucoup qui ont moins que moi, j'en ai conscience. Et c'est tout à fait appréciable. Donc là, depuis que je vous parle, tout à l'heure, je télécharge et j'ai un téléchargement en cours. Et donc là, je suis en permanence à 4 mégaoctets par seconde descendant. Donc c'est déjà absolument cool. En attendant les 100 mégas avec le coaxial ce vendredi. Et donc en upload, je suis à 11 mégas bits seconde. Hein, donc on est à 1,3 mégaoctets seconde grosso modo. Donc c'est plutôt pas mal. C'est moins que ce que j'ai en 4G chez Bouygues, là tout de suite avec la 4G limitée. Mais c'est stable. Contrairement à la 4G où c'est quand même vachement fluctuant. Mais voilà, l'intérêt c'est que là c'est stable et surtout le ping est stable. Là, je suis en train de télécharger à 4 mégaoctets seconde et j'ai 52 millisecondes de ping. C'est un ping qu'on peut avoir en ADSL en faisant rien. Donc là, sans rien faire, avec une connexion à l'arrêt, enfin au repos, en idle, j'ai 25 millisecondes de ping avec mon TeamSpeak sur le serveur à Gravelines. Et avec les speed tests avec Lyon, j'ai 15 millisecondes de ping, donc c'est pas mal du tout. Maintenant, voilà, en fait, je suis sur un profil. Il y a un système de profil en VDSL2, alors vous compléterez si vous connaissez mieux que moi. Et là, je suis sur le profil 17A de ce que j'ai vu avec Livebox Info, et à voir. Alors après, apparemment, il faut attendre un peu le temps que ça se stabilise, et il faut que j'essaye. En fait, j'avais pas vu, mais il y a une prise DTI qui est sur le mur là, à l'entrée. Et donc il l'a recellé, mais enfin c'est juste de vis, donc je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer de me brancher dessus. Si j'y gagne en débit, bah, je mettrai ma box dans le couloir et puis bah, je me débrouillerai. Je tirerai un câble Ethernet ou je sais pas, j'achèterai du câble Ethernet. Je me débrouillerai bien. Mais voilà, après si le gain est substantiel, je veux dire ça me servira à rien. Maintenant c'est vrai que si j'ai 5 mégas de plus, je sais pas, on verra ce qu'on fait. Mais après, le VDSL2, je veux surtout m'en servir pour l'upload, parce qu'après, si vous avez suivi, vendredi, j'ai un technicien qui passe pour la fibre coaxiale, enfin le FTTLA. J'ai un bout de... Pardonnez-moi, j'ai un bout de lèvre qui partait. Donc oui, j'ai une prise coaxiale là, juste en bas, bon, vous la verrez sans doute pas. J'ai la Livebox qui est reliée et juste à côté, si vous la voyez juste à gauche, il y a du coaxial qui arrive et l'immeuble est relié au FTTLA. Donc du coup, j'ai pris ça en plus chez Red, puisque en fait, tu as une box FTTLA à 10 € par mois sans engagement. Sans location, enfin la box c'est incluse dedans, il y a aucune, c'est vraiment 9,99 par mois pendant un an sans engagement. Et après c'est 20 € par mois c'est 20 € par mois hors promo, mais vu que c'est sans engagement, tu t'en vas, tu reviens, enfin tu t'en bats les, hein, voilà. Et donc du coup après donc pour le download, je vais passer là-dessus. J'ai trouvé des petites cartes réseau sur Amazon là, des TP-Link avec un port gigabit Ethernet à 10 € qui fonctionne très bien. Donc je vais m'installer ça sur l'ordi. Du coup j'aurai deux port Ethernet et après avec un logiciel qui s'appelle Connectify Dispatch qui n'est plus tenu à jour malheureusement mais qui fonctionne encore. On peut faire du load balancing, c'est-à-dire allouer une connexion à telle ou telle application, etc. etc. Donc dans l'idée c'est que je puisse streamer ou uploader avec le VDSL2 et faire tout le reste avec le coaxial puisqu'il y a un meilleur descendant et la latence est plus faible. Mais du coup vu qu'en coaxial on n'a que 5 mégas montants, en tout cas à Clermont, pour l'instant, peut-être qu'un jour ça passera à 10 avec 200 mégas descendants, on n'en sait rien. Mais dans l'idée, voilà, je préfère utiliser l'upload du VDSL2 qui est le double tout simplement, et garder l'autre pour faire le reste pendant que je peux uploader comme ça. Voilà, j'ai deux connexions et ça marche très bien. Et après, si je veux, je peux encore utiliser
le Galet Kaji qui est toujours à la fenêtre et qui bombarde un peu plus, même si c'est un petit peu plus instable. Donc là, dans l'idée, vous voyez un petit peu le mec frustré pendant des années d'avoir une connexion de merde après avoir eu du coaxial en Ile-de-France. Voilà, j'ai eu dans mon historique d'internet, j'avais le bas débit, ensuite on a eu le 512K avec 128 montants chez mes parents, ensuite on est passé à 8 mégas descendant un montant, ensuite on a eu 18.1, mais j'avais vraiment 18, hein, on était juste à côté du NRA, et, du coup après on a déménagé, j'ai eu 2 mégas, je suis remonté à 5.6, ce que j'avais quand vous m'avez connu sur YouTube. Et après, on a redéménagé, j'ai eu 2 mégas, là, les fameux 2 mégas instables de merde. Après, j'ai eu 7 3G, et quand j'étais là chez mes parents, je vous avais expliqué tout ça. Et là, maintenant, j'étais tellement frustré, j'ai pris 3 trucs, 4G, VDSL2 et FTT. Là, maintenant, il n'y a plus de problème, tout fonctionne, et je peux me faire ce que je veux avec mes connexions. Voilà, du coup, là, cette semaine... alors oui, je suis en train de télécharger, je vous ai dit, je suis en train de télécharger la démo de Forza Horizon 3. Parce que ils ont fait une démo, mais elle fait 18 Go 73, donc jamais je l'aurais téléchargé avant. Là maintenant, on se fait plaisir. Et donc sur Windows Store, vous pourrez la télécharger si vous voulez essayer. Et donc cette semaine, au programme, on va continuer City Skylines. Il n'y aura pas de The Long Dark, je le ferai en stream parce que ça fait 30 vues et ça m'intéresse pas de faire, même si je sais que vous aimez bien. Moi, je préfère passer du temps à faire des vidéos qui font plus de vues. Parce que vous allez me dire, oui, mais tu dis tout le temps que tu fais pas ça pour. Oui, mais c'est quand même pas intéressant de passer 3 quarts d'heure à faire une vidéo pour faire 30 vues. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère que ça plaise au plus de monde. C'est le principe. Je veux dire, une vidéo qui fait 30 vues, qui plaît à 30 personnes, c'est moins intéressant pour moi et par rapport à vous qu'une vidéo qui va faire 150 vues. Voilà, donc je préfère. Et puis même, c'est vrai que c'est hyper répétitif et sur YouTube, c'est pas super intéressant. Parce que je me répète. Et du coup, je le ferai en live. Donc, on en fera peut-être vendredi. On en fera peut-être dans la semaine des lives. Je vais essayer de faire des tests. Je vous l'ai dit. Maintenant, ça y est, là, vu que j'ai le VDSL2 et que c'est hyper stable, j'ai plus de problème de débit réduit des fois avec la Simbouygues et compagnie. Donc, on pourra le faire cette semaine. Et donc vendredi soir, je vous ai prévu, on fait un live, un vrai live, tout ce qu'il y a de plus officiel prévu. Il y aura un conducteur d'émission, enfin voilà, ça sera tout coordonné comme il faut, avec une vraie émission. Et normalement, déjà dessus, il y aura Pelghost pour m'accompagner. C'est celui qui m'avait accompagné, vous vous en souvenez peut-être, ceux qui ne m'écoutaient pas à l'époque sur Gameit. C'était celui qui m'avait accompagné pour le live 1000 abonnés il y a au moins tout ça, 1 an et demi, c'était en mai 2015. Et donc je sais pas si je trouve un truc à vous faire gagner, alors je vais pas mettre des sous dedans, mais je dois avoir peut-être encore des clés de jeu, je sais pas, enfin on trouvera bien quelque chose, ou au pire j'achèterai un bundle. Donc on fera peut-être 2-3 jeux, enfin on va se débrouiller, et on pourra peut-être jouer ensemble éventuellement. Sur Overwatch, je sais pas encore, on verra, mais il y aura 2-3 jeux, Minecraft et compagnie, on parlera un petit peu... je pense téléphone, etc. Il n'y aura pas un truc vraiment hyper précis, on va juste organiser un peu en termes d'horaire, et puis après on verra ce qu'on fait, mais voilà, ça sera plus, attendez-vous à de l'improvisation, vraiment un truc basé, on va se détendre, quoi. On n'est pas en mode gros stress, émission de ouf comme sur jeuxvideo.com, mais voilà, c'est juste vraiment pour mettre en route le truc, être avec vous, et puis m'amuser un peu, et puis découvrir un petit peu ce monde des lives que j'aime bien, et que j'aimerais bien découvrir depuis bien longtemps maintenant, et donc je vais pouvoir le faire, et c'est cool, je suis bien content. Du coup, il faut que je prépare ça cette semaine. Je vais vous faire, je vous disais en termes de vidéo du City Skyline, je vais vous commencer le let's play de The Solus Project, je pense, on va voir. Et puis, je vais vous faire, j'aimerais bien avoir le temps de faire la review du Mi Band 2. Alors je sais pas où j'ai mis la boîte, j'espère que je vais la retrouver. De la review du Mi Band 2, enfin juste une petite vidéo comme ça pour vous en parler. Je vais pas faire une review complète, mais juste pour vous donner un petit peu mon avis, est-ce que c'est intéressant d'acheter ou pas. Je vous en ai ça dans la semaine, j'espère, si j'ai le temps. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Et puis j'ai plein d'autres boulots à faire en termes de transcription et de voix off, donc il va falloir que je bombarde. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, on est à 50 minutes. Je suis désolé, c'est un peu plus long les quotidiens en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de commentaires, donc je vais voir, on va essayer d'adapter un petit peu, est-ce qu'on met un peu moins d'infos, etc. Vous me direz vous ce que vous préférez. Quelle est la partie de la quotidienne que vous préférez ?
Et moi, j'essaierai d'adapter un petit peu tout ça. Voilà. Merci encore une fois pour votre fidélité, pour vos commentaires encourageants et de remerciements. Ça fait toujours chaud au cœur et ça fait toujours très plaisir. Merci pour vos likes. C'est vrai que ça fait plaisir aussi. Tout le monde ne le fait pas, mais moi, j'aime bien voir 10, 15 likes. C'est encourageant, c'est vrai. En dépit de mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker parce que ça fait toujours plaisir. Justement, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je répondrai à vos commentaires demain, n'est-ce pas? Et puis voilà, et puis profitez bien de la vie. Moi, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain!